Sunday Night Production. Pour cette nouvelle année, on vous propose de fêter 2024 avec nous à l'occasion d'un épisode exceptionnel enregistré avec Nico de la chaîne Running Addict et Tristan d'Ironhuman. C'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Soyez les bienvenus sur le podcast Dans la tête d'un coureur et très bonne année 2024 à tous et à toutes. Et pour lancer cette nouvelle année olympique, nous vous proposons un épisode exceptionnel enregistré en live, en public depuis le Chalet des Îles à Paris. Et quoi de mieux pour célébrer 2024 une année qui s'annonce d'ores et déjà riche en émotions fortes. Eh bien, on vous propose d'accueillir pour cet épisode spécial deux phénomènes de la course à pied. Je vous propose donc de faire un tonnerre d'applaudissements à mon premier invité. Il est capable de courir un marathon en 2h33 tout en étant aux manettes de la chaîne YouTube Running Addict qui comptabilise pas moins de 200 000 abonnés. Salut Nico, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Belle et heureuse année à toi. Bonne année Guillaume, bonne année à tout le monde. C'est plaisir d'être ici pour démarrer cette année ensemble. Il va se passer plein de choses en 2024. On va avoir des beaux Jeux Olympiques. Je pense qu'on va vivre une belle année. Ah bah ça fait longtemps qu'on l'attendait cette année et elle est enfin là. Et bien entendu, notre émission ne serait pas au complet sans la présence de celui qui m'accompagne dorénavant sur tous les épisodes de DLTDC original. Je parle bien sûr de Tristan Pavlak, entraîneur et cofondateur de Campus Coach. Comment ça va Tristan ? Est-ce que tu as passé des bonnes fêtes ? Te connaissant toi et ton bon appétit, j'imagine que tu t'es régalé pendant toute cette période festive. C'est la meilleure période de l'année, j'ai envie de dire. On vient de passer, c'est parfait. Et très content d'être pour une 3e année au final à tes côtés. Vraiment un honneur. Messieurs, quoi de mieux pour démarrer cette nouvelle année 2024 qu'un podcast avec un petit peu de légèreté, avec une bonne dose aussi de bonne humeur. Et aujourd'hui, je vous propose un thème qu'on n'a jamais fait, quelque chose d'assez ludique et instructif aussi. C'est nos anecdotes et nos erreurs qu'on a pu connaître en tant que coureur à pied, car j'imagine que ces histoires peuvent certainement faire prêter à sourire, mais les erreurs finalement on en fait tous, et même si c'est quand même riche d'apprentissage, et c'est pas toi qui vas me dire le contraire, Nico. Non, clairement pas. 18 ans de course et un bon paquet d'erreurs faites au passage, mais j'ai envie de dire que c'est comme ça qu'on se construit en fait. C'est au fur et à mesure, on fait des choses, on apprend à se connaître en faisant des choses et donc en faisant des erreurs. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreurs dans la vie. Ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent qui peut paraître bateau, mais je pense que c'est important de se le rappeler. Et je pense que moi, à titre perso, j'en ai fait un sacré paquet. Peut-être un peu moins les dernières années, mais c'est juste de l'expérience. À force, on essaye. Enfin, les erreurs, c'est pas grave d'en faire. Le but, c'est quand même d'apprendre et d'essayer de ne pas les refaire dans le futur. Sinon, c'est pas si on n'apprend pas, par contre, là, on peut se dire qu'il y a un souci. C'est vrai qu'on glorifie souvent les erreurs en se disant c'est vrai, c'est une bonne chose de faire des erreurs. Mais finalement, si on n'est pas capable de les corriger derrière, ça ne sert pas à grand chose. Et c'est vrai qu'on peut, comme ça, répéter inlassablement tout le temps les mêmes erreurs. Ce qui compte, c'est en tirer des apprentissages. Du coup, dans cet épisode, ce que je vous propose, c'est qu'on organise notre discussion autour de quelques thématiques, parce que il faut que ça reste quand même assez clair à comprendre pour tous nos auditeurs. Et donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on segmente des parties de la vie d'un coureur, par exemple la partie entraînement, la partie nutrition, récupération, ou même encore tout ce qui est gestion organisationnelle. Comme ça, on va pouvoir avoir tous les spectres en fait de la préparation des coureurs. Et puis, on va pas se mentir, en course à pied, finalement, les erreurs peuvent arriver très vite, parce que c'est vrai que quand tu te lances dans le running, tu dois maîtriser pas mal de choses, que ce soit la nutrition, l'équipement. En fait, tu as quand même plein de thèmes à maîtriser, et il suffit pas de courir, comme on peut croire. Oui, si on veut juste faire du footing le dimanche, il suffit de courir, mais dès qu'on veut apporter un peu de régularité, un peu s'améliorer, là on se rend compte que tu as quand même un océan d'informations à comprendre. Un océan, et c'est aussi pour ça qu'on essaie de faire tous ces podcasts, que Nico fait ses vidéos, parce que certes le but c'est de faire des erreurs pour en apprendre, mais si on peut quand même apprendre des erreurs des autres pour gagner un petit peu de temps, c'est quand même pas plus mal. Donc je sais très bien que là il y a des gens juste derrière, de tous les conseils qu'on va pouvoir vous donner et de toutes les erreurs qu'on va pouvoir vous partager. Vous aurez quand même envie d'en tester certaines d'entre elles par vous-même. Et vous oui, c'était une bêtise. Des fois, tu le sais, tu fais une erreur et tu vas quand même. Je sais que c'est une bêtise, juste pour voir.
Donc oui, c'est important de passer tous ces sujets en revue. Bon, il n'y a qu'une règle aujourd'hui, c'est que on dit tout. Tu vois, on déballe tout, on cache rien, on y va, on a honte de rien. Voilà, c'est vraiment, on est en roue libre totale. Du coup, je vous propose qu'on commence notre émission avec la première catégorie que j'ai intitulée Erreur de carrière. Alors, je ne sais pas si c'est le bon titre, mais bon, il fallait bien en trouver un. Et j'aimerais du coup qu'on parle un petit peu des regrets qu'on peut avoir, des moments où on se dit « Ah, si j'avais su, j'aurais peut-être fait les choses différemment ». Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je veux dire. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, pendant longtemps, j'étais un peu accro aux 10 km. C'est-à-dire que j'ai commencé, ma première compétition, c'était un 10 km. Et en fait, j'ai toujours eu l'objectif de faire baisser mon chrono sur 10 km et ça a été l'objectif presque pendant 6 ou 7 ans, quoi. Et du coup, c'est vrai que je me suis tout le temps focus sur 10 km. C'était vraiment la distance que j'aimais. J'étais persuadé que le semi, le marathon, c'était trop long, pas fait pour moi. Tu vois, je m'étais mis plein de croyances limitantes. Et c'est vrai qu'avec le recul, je me suis tué à l'entraînement pour gagner 30 secondes à peine. Tu vois, et à la fin, c'était échec sur échec. Et avec le recul, j'aurais dû beaucoup plus tôt faire la bascule sur semi-marathon, qui est vraiment une distance incroyable et dans laquelle je ne me suis pas épanoui comme j'aurais aimé le faire, quoi. Vous voyez un peu l'idée, c'est est-ce que vous avez des petits regrets comme ça avec le recul, toi, Nico? C'est assez similaire à ce que tu as pu raconter, mais très différent quand même, parce que moi, le 10 km, c'est une épreuve que j'ai jamais... Ouais, tu n'en as j'ai jamais horreur fait, de cette distance. Non, j'en ai fait plein. C'est quoi ton record sur 10 kg? Ça, c'est la question que tout le monde te pose. 34,02, quelque chose comme ça. Ouais, je pense que tu peux le dépoussiérer là. Je suis passé pas très loin de cette marque-là sur un semi, donc en théorie, c'est que ça peut aller plus vite, mais c'est quand même assez similaire à ce que tu as pu raconter, parce que je suis resté longtemps sur des 800 mètres, 1500 mètres, à m'acharner à essayer de faire descendre les chronos, alors que en fait, j'avais pas de vitesse et ça marchait pas. 2,05 aux 800 mètres, quand tu fais ça depuis 8 ans, tu te rends bien compte que déjà, il y a des séries, tu cours pas à 75 sur un 800, et quand il y a 4 séries sur la journée et que tu es dans la 3e ou la 4e, mais j'aurais aimé aller plus vite sur une distance comme le semi et le marathon, parce qu'en fait aujourd'hui je m'épanouis sur ces distances-là, et j'ai démarré à 29 ans, je pense, le premier marathon. Ouais. Donc j'aurais peut-être pu y aller à 23, 24, mais il y avait quelque chose qui avait la vie dure aussi avant. On disait ah non, le marathon c'est pour plus tard, faut pas y aller maintenant, il faut faire la vitesse. Alors qu'en fait, il n'y a pas de limite, hein. On peut très bien se mettre au marathon à 22, 23 ans si c'est ce qui nous parle. Mais parce que moi, c'est vrai que je suis de la génération où on disait tout le temps aux coureurs, faut que tu fasses de la vitesse, faut que tu fasses tes armes un peu sur piste, ou faut que tu fasses tes armes sur 10 kills, et après tu viens sur marathon. Franchement, aujourd'hui, c'est pas vraiment un conseil. J'ai l'impression que c'est un peu démodé, ce genre de conseil, non? Qu'est-ce que t'en penses, Tristan? Pour moi, je trouve pas forcément démodé, mais plus à nuancer, dans le sens où quand on est jeune, c'est quand même bien de voir un petit peu de ce que ça fait de courir très vite, même d'un point de vue organisation gestuelle, d'un point de vue coordination. C'est aussi bien, je sais que l'école française en athlétisme, ils font pas justement que courir au très jeune âge, ils sautent, ils lancent, et tous ces divers patterns de mouvement, ça va aider en fait plus tard. Donc est-ce que ça veut dire que quand on est jeune, on fait que du 1500 mètres, puis après du 10 km? Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même si par exemple quelqu'un a des très belles prédispositions pour faire du très long, on va déjà l'engager vers cette voie-là, mais quand même peut-être faire un peu plus de vitesse que quelqu'un le ferait à 24-25 ans. Faire peut-être certains éducatifs ou certaines choses, voilà, où on profite de cette jeunesse, de peut-être cette plasticité, on pourrait dire, pour en tirer le plein potentiel. Mais les personnes qui font vraiment les choses par étapes, tu vois, c'est-à-dire qu'ils passent pas trop de temps sur une discipline, tu vois, ils vont vraiment évoluer en fonction de leur qualité et aller sur les courses en fonction de leur qualité. C'est assez rare parce que moi, par exemple, je me suis un peu buté sur 10 kills, mais il y a beaucoup de personnes aussi, ils font un 5 km, après ils font un 10, après ils font un semi, après ils font un marathon, après ils font un trail, après ils font un ultra. Tu vois, ils touchent un peu à tout et justement, eux, ils se spécialisent pas. Mais à votre avis, c'est quoi l'erreur la plus... qu'est-ce qui est la plus problématique? C'est plutôt de te buter sur une distance ou de vouloir toucher à tout, tu vois, s'il y avait un peu... comment tu je te rassure, hein, c'est-à-dire que je pense que les coureurs d'un groupe vont te dire c'est tellement dommage que je fasse pas partie de l'autre, parce que si tu touches à tout, tu vas dire mais si seulement je m'étais acharné et spécialisé sur une distance. Mais qu'est-ce qui vaut mieux justement pour toi, pour justement si tu veux limiter un peu la casse, qu'est-ce qui vaut mieux? Juste faire quelque chose qu'on a envie de faire. Tu vois, par exemple, moi je suis de l'école d'après, on va dire, où j'ai fait mon premier marathon, j'avais 21 ans, j'ai fait mon premier Ironman, j'en avais 22, donc ce qui est très jeune dans une carrière de sportif, on pourrait dire. Tu as t'as toujours l'impression qu'il te manque quelque chose. Moi, par exemple, ce que je pourrais me dire, c'est j'aurais tellement aimé commencer au moins les sports d'endurance un tout petit peu avant, à 14-15 ans, juste tester. Même d'un point de vue, avant je faisais d'autres sports, je faisais des arts martiaux, entre autres. Et quand tu sais le bénéfice, par exemple, de l'endurance fondamentale ou de la basse intensité, même dans ces sports-là, je me suis dit,
j'aurais mis des cartouches pour plus tard quand j'aurais fait la bascule, et en plus j'aurais été encore plus performant sur mon sport. Donc on a toujours l'impression qu'il nous manque quelque chose. Après, en France, il y a quand même un culte du 10 km. Franchement, c'est pas dans tous les pays. En Italie, le 10 km n'est pas si important que ça. En Angleterre, c'est beaucoup le 5 km qui fait foi. Je sais aussi qu'aux États-Unis, en Amérique, le 5 km, c'est vraiment la distance très phare. Alors que nous, c'est galère de trouver un 5 km roulant. Ouais. Tu vois, quand tu veux battre ton record sur un 5 km, c'est pas si évident que ça. Alors là, en 2024, on en aura un à Paris. Je crois que le marathon de Paris, le vendredi ou le samedi, va instaurer là, un petit 5 km à confirmer. Mais voilà, selon mes informations, je crois qu'on va avoir un petit. Tu m'intéresses. Ouais, non, mais c'est bien parce que ça en manque. Mais c'est vrai qu'il y a un culte, quoi. Le 10 kills, c'est tout le monde, quoi. C'est ce que je dis, moi. Dès que je vois un coureur, il me demande ma référence sur 10 kills et après sur marathon. Mais ce qu'il faut retenir, du coup, ce que disait Tristan, c'est. Enfin, moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de règles. En fait, on peut faire ce qu'on veut. Et on peut aller sur marathon tôt, on peut rester sur le court, on peut aller. Au final, moi, j'ai été un peu sur plein de trucs. Je suis passé du court au long, je suis allé au triathlon, un petit peu de trail. En fait, je définis mes saisons à l'envie aussi. Bon, il y a toujours un objectif long terme sur le marathon, mais ça n'empêche pas de faire des petites incursions ailleurs et de diversifier un peu, parce que ça reste un loisir quand même. Et justement, moi là qui veut essayer d'aller sur d'autres courses, comment tu peux savoir, toi, quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui veut un peu identifier la course sur laquelle il va le plus faire parler ses qualités en fonction de son expérience, son âge, tu vois, ses avis. Enfin, quel conseil tu donnerais toi justement pour bien choisir ta course ? C'est d'essayer en fait, mais d'essayer en préparant bien les choses à chaque fois. Parce que pour se rendre compte si vraiment on est fait pour une distance, après fait pour, c'est discutable de toute manière, parce qu'on peut s'améliorer pour, mais c'est de bien le préparer, d'en faire pas forcément un seul. Si on parle d'une distance longue comme le marathon, un seul n'est pas forcément représentatif, parce qu'il y a une grande notion d'expérience dans les longues distances aussi, donc d'aller s'y frotter. Et certains se disent j'ai envie d'y retourner, d'autres se disent non plus jamais, c'est vraiment trop long, je préfère retourner sur du 10 km, et ils s'en rendent compte en le faisant en fait. Donc il n'y a pas d'autre moyen que d'aller expérimenter. Et vous là, vous savez un peu en 2024 où est-ce qu'on va vous retrouver toi Tristan, tu as une petite idée déjà? Oui. T'es encore en année sabbatique. Ouais, le problème c'est qu'on y prend goût. Ça fait 4 ans qu'il est encore en année sabbatique. Et c'est moi qui dis ça. Oui, c'est ça, Guillaume. Je ferai profil marathon. Oui, c'est vrai. Ça va te retomber dessus le marathon, ça va te retomber dessus. Beaucoup de vélo pour l'année prochaine et je devais faire quand même un 10 km cette année. J'ai arrêté la préparation en cours de route pour justement prendre un peu de soin de mes tendons, etc., qui traînaient depuis un peu plus d'1 an. Mais faut pas se laisser abattre, donc je pense que par l'ego, j'irai m'y refrotter l'année prochaine. Et toi Nico, alors 10K à 34, j'imagine que maintenant avec la référence que tu as sur marathon, va falloir que tu lui mettes une claque à ce record. Sur semi aussi, je pense que tu peux avoir des belles choses à dire sur semi. Et le semi, franchement, c'est la distance la plus sous-cotée. Moi, je trouve que c'est vraiment une distance trop bien. C'est pas aussi dur, tu vois, qu'un 10 km où tu es très vite tu vois, dans le mal, dans le rouge. Le marathon, c'est toujours une prépa très longue. Tout est possible. Tu peux, même si tu fais tout bien, tu peux quand même... tu vois, il y a plein d'imprévus possibles. Le semi, franchement, c'est la distance pour moi la plus sous-cotée, quoi. Je suis d'accord sur le fait que j'adore la distance du semi-marathon, parce qu'on en récupère aussi vite. Donc en fait... c'est hyper polyvalent. Ça casse pas la saison. Par même contre... si tu fais du trail et tout, c'est vraiment une distance nickel, quoi. Mais si tu me parles de l'année prochaine, il y a un projet à terminer. En fait, ce que j'aime dans le marathon, c'est aussi la dureté de l'épreuve. C'est de dire... Ça demande une exigence qui est plus forte. Il n'y a pas de place à l'à peu près. Et j'aime ça. J'aime bien me retrouver dans cette situation. Pas forcément, là, ça sera sûrement fin d'année 2024. Il faut un petit peu de fun cet hiver, un peu comme l'année dernière, aller sur d'autres choses. Mais j'aime bien me retrouver dans cette position de, bon, là, il faut bien faire les choses. Sinon, tu sais que ça sera dur. On va passer maintenant à notre deuxième catégorie. Alors celle-là, je l'ai intitulée erreur de planification. Alors, qu'est-ce que j'entends par erreur de planification ? Moi, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai débuté, du coup, je reviens. Vous allez voir que ça se suit de ce qu'on disait. J'ai eu un peu une obsession pour les 10 kills et je me suis inscrit quasiment au début à tous les 10 km que j'avais autour de chez moi, quoi. J'allais sur les sites, tu vois, type courseapied.net et tout. Avant, il n'y avait pas encore toutes les applications là, comme Finisher ou Pace. Et tu vois, j'avais même le petit bouquin là, que tu avais dans les magazines. Tu avais une espèce, ils le vendaient avec un petit agenda là, à papier, un petit annuaire des courses. Et je regardais les courses en Ile-de-France, tu vois, et je me suis inscrit à énormément de courses. Du coup, ça m'a conduit un peu à la blessure. Et ça, je pense que c'est une erreur que j'ai fait. J'ai peut-être trop perdu mon temps sur les petites courses de village et j'aurais peut-être dû aller dans un club ou m'inscrire dans dans un plan d'entraînement un peu plus sérieux. Est-ce que toi, Tristan, tu as connu un peu ces écueils ? En tant que coach, pour le coup, c'est peut-être ce que tu décris, l'une des erreurs de planification les plus récurrentes chez les coureurs, et c'est celle qui est aussi un peu facilement évitable à partir du moment où on explique bien les choses. Quand je dis ça, c'est par exemple, moi, quelqu'un qui fait plein de courses, ça me dérange pas.
À partir du moment où il a conscience que peut-être que toutes les courses, il va pas falloir les faire à fond, que si son objectif principal, c'est de progresser, d'améliorer ses chronos, etc., faire trop de courses et par extension surtout trop de courses à fond, ça va l'éloigner de son objectif. Donc, une fois qu'on a ces choses bien en tête, moi, ça me dérange pas, mais il faut juste rester cohérent, on va dire. Parce que toi, j'imagine que tu voulais faire plein de courses pour toujours descendre la marque, aller chercher le PR, etc. Tu progressais en fait à chaque fois. Tu voulais chercher le record et tout. Et puis c'est vrai, quand tu commences, t'es quand même plein. T'as trop envie, t'es un peu boulimique de course, tu goûtes un peu. C'est nouveau pour toi, tu vois. Donc, t'as vraiment envie de toujours redécouvrir un peu cette expérience de la compétition, du départ, du dossard. Et c'est vrai que tu peux un peu te perdre là-dedans, quoi. Et souvent, ça conduit à la blessure. Hein. Ouais, clairement. Moi, l'avantage, c'est que j'étais en club quand j'ai débuté et que je faisais des distances courtes. Donc, tu n'as pas les mêmes contraintes que si tu vas répéter des 10, des semis, encore plus des marathons. Tu n'as pas la contrainte de la route aussi. Quand tu fais piste, cross, c'est quand même un peu plus doux, on va dire. Mais si tu me parles de planification, moi, c'est pas ça que je retiens de mon côté. C'est plutôt des erreurs, des mauvais choix de faire une course, mais pas au bon moment. Je pourrais reparler de 2023, hein, parce que potentiellement le déménagement et la course n'était pas le choix le plus optimal. Mais je reviendrai plus loin pour qu'on parle d'autre chose. Mon premier marathon, au final, je ne l'ai pas couru. Parce que je l'avais mis, c'était 2015, je devais courir le marathon. J'avais 2 semaines de vacances et je me suis dit, c'est bon, ça va passer, je vais m'entraîner, on va faire ça bien. Tu marches la journée, tu veux faire ta petite séance. Qu'est-ce qui a pointé le bout de son nez à la fin des vacances, enfin au milieu des vacances même, la petite blessure qui fait que tu cours pas ton marathon et j'ai pas voulu prioriser en fait à ce moment-là. C'est non, je vais faire les deux, la prépa et les vacances et ça a pas marché. Donc c'est de choisir si c'est un objectif A, de se dire ok, est-ce que le contexte que je vais avoir avant pour m'entraîner il sera propice ou est-ce que je vais tomber dans les plus grosses semaines d'entraînement à un moment où je pourrais pas m'entraîner comme je veux. Ça se paye cash en général. Il faut faire gaffe aussi, par exemple, tu vois, sur le marathon, il y a beaucoup de personnes qui veulent aller sur le marathon de Berlin. Ils se disent, putain, le marathon de Berlin, ça fait rêver. Tu vois, tu penses à l'ancien record du monde de Kipchoge et tout. C'est vrai que c'est une ambiance de fou. Hein. Franchement, le marathon de Berlin, c'est fou. Et donc, les gars, ils y vont à fond. Et puis, tu te rends compte, en fait, mais le marathon de Berlin, c'est en septembre. Donc, ma prépa, c'est au mois de juin. Donc, juin, juillet, août. Donc, en plein dans les vacances, en plein l'été aussi pendant la canicule. Et là, tu peux vite te faire piéger, quoi. Donc, il faut toujours penser à un marathon que c'est 3 mois avant, tu vois. Là, le marathon de Paris, c'est pareil, c'est l'hiver. Donc, si tu supportes un peu moins bien le froid, ça peut être compliqué. Des fois, ces genres de choses, on n'y pense pas vraiment, quoi. C'est marrant parce qu'au final, ça, je pense que c'est l'une des erreurs qu'on fait le plus parce que moi, je l'ai fait, Nico l'a fait. Tu l'as fait, toi, cette erreur ? De la course à un mauvais moment de l'année sans réfléchir. Moi, les erreurs que j'ai faites, c'est que j'étais pas assez. En fait, sur mes courses, je regardais un petit peu le dénivelé, mais je faisais pas suffisamment assez gaffe au parcours. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve que si tu veux battre ton record, tu as besoin de plein d'éléments. En fait, c'est pas seulement que sur toi et ta préparation. Par exemple, il faut que tu aies de la densité. Tu vois, si tu vas sur un semi même si on te dit ouais il est super plat, c'est en Meurthe-et-Moselle, tu vas voir c'est génial. Si tu arrives, il y a 3 coureurs, tu vas vite te sentir tout seul, tu vois. Donc ça déjà si t'as pas de densité c'est un problème. Ensuite tu regardes vachement le dénivelé. Si tu dis ouais je veux pas un truc où il y a des côtes et tout. Et en fait un truc que tu regardes pas c'est les virages. Je trouve que les virages en épingle, tu vois, il y a rien de pire, ça te casse les jambes, ça te pète l'allure. Et en fait tu vois j'avais pas forcément cette connaissance qu'il faut de la densité. Des fois il faut même un petit peu des côtes, tu vois type le semi de Paris. Je trouve le semi de Paris, ouais, c'est vrai, c'est pas le plus roulant, mais t'as tellement de monde. Il n'y a pas trop de virages en épingle, il y a des petites côtes que tu peux vraiment anticiper. Et du coup, tu vois, cette année, on y était. T'as vu Jimmy, il y a des records de malade, tu vois. Pourtant, sur le papier, quand tu le regardes, tu te dis, ouais, c'est pas un marathon à perf, tu vois. Donc, ces erreurs-là, de bien choisir ta course, c'est celle que c'est avec l'expérience. Là, je vous ai donné 5 ans, 6 ans d'expérience. Hein. Ça, si vous voulez pas faire d'erreur, là, c'est à noter. Oui, ça, c'est si on veut battre un record. Ouais. Je réfléchis en ce moment au fait que justement les gens commencent à ne faire que des courses que pour faire des records. Ça aussi, ça peut être une petite erreur. Comprendre que justement tout à l'heure on parlait du nombre de compétitions dans une année. Parfois juste parce que c'est la course du coin, on va être avec les copains, on va être encouragé par la famille. Il n'y a pas besoin de faire une course avec une difficulté de 10 sur 10 pour pouvoir prendre du plaisir et avoir ce moment de partage à travers la course à pied. Allez, on va passer maintenant à un gros dossier, la nutrition. Est-ce que vous avez déjà fait des erreurs un peu en nutrition ? Je pense qu'il y a des choses à dire. Et déjà, est-ce que quand vous avez commencé la course, est-ce que c'est un sujet qui vous intéressait ? Est-ce que tout de suite, vous vous êtes dit, tiens, la nutrition, moi, ça me branche, que vous êtes passionné pour ça ? Ou c'est venu quand même plus tard, toi, Tristan ? Toi, c'est toujours pas arrivé encore.
Nutrition, tu veux dire en dehors de la course et juste au quotidien. Ouais, ça veut dire vraiment t'intéresser aux macros, aux micronutriments, aux apports, tu vois, calculer un peu tes besoins. Moi, ayant fait des études dans le sport, j'ai très vite été un peu dans cette dynamique-là, donc pas trop là-dessus. Et en plus de ça, comme j'ai commencé les sports d'endurance en étant étudiant, j'étais c'est pas pauvre le mot, mais on va dire j'ai pas beaucoup de moyens. Et donc ce qui est bien, c'est que en fait, ce qui est très bon pour la santé, c'est aussi des aliments qui sont moins chers, le riz, les pâtes. Enfin, t'achètes pas de trucs transformés, en fait, ça te coûte moins cher, donc par défaut, tu manges quand même pas si mal que ça. Et toi, Nico, c'est un sujet qui te branchait ou... J'ai envie de dire pas tant que ça au début. Ouais. Maintenant, ça fait un petit paquet de temps que je trouve que ça m'intéresse, mais c'est parce que je Ouais, cours parce que depuis très longtemps. Ouais, aussi, voilà. Donc, du coup, en fait, les premiers leviers auxquels tu vas, souvent, c'est on va dire les 80%, quoi. Après, le reste, ça vient quand tu veux vraiment progresser, passer des paliers, quoi. Ouais, puis enfin, je pense que ce que dit Tristan est vrai aussi, c'est qu'il y a un âge où tu te poses pas la question, en fait, parce que tu n'as pas envie. Juste, tu achètes ce que tu peux acheter. C'est le moment où tu peux aller au resto et te dire est-ce que le camembert flambé la veille Je sais parce qu'on a fait l'Ironman 70.3 à Nice en 2019 ensemble. Alors il était très affûté, je n'étais pas du tout affûté. Il y a eu un petit camembert flambé la veille. Faut que je l'avoue. Ça balance, hein, ça balance. Mais tu sais qu'en plus, on en parle des fois, ça reste entre nous. Aujourd'hui, on a dit qu'on disait tout, mais entraîner son estomac, ça peut être, quelque chose d'intéressant. Il se rassure. Il va loin quand même dans les. Mais c'est une préparation, tu comprends. Mais en vrai, l'une des erreurs, je pense que tu fais, il y a quand même une erreur que tu fais quand même en commençant, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu commences la course à pied, tu es quand même à fond, tu te dis il faut quand même que j'adapte mon alimentation, parce que tu as quand même ce truc-là. Et ce que je trouve vraiment trop bien dans la course à pied, c'est que tu vois, tu commences en disant, il y a beaucoup de gens qui vont commencer en se disant je vais faire un footing pour perdre un peu de poids, tu vois, parce que je vais me bouger un petit peu, parce que voilà, j'ai tendance un peu trop à me laisser aller. Donc allez, je vais mettre un petit peu de rigueur, je vais aller courir. Et puis au fur et à mesure, en fait, naturellement, tu vas faire gaffe à ton sommeil, naturellement, tu vas faire gaffe à ton alimentation, naturellement, tu vas moins boire d'alcool. Il y en a qui fument, qui vont arrêter de fumer, tu vois. En fait, ça se fait sans violence, tu vois. Souvent, les gens ils se disent mais j'arrive pas à arrêter de fumer. Commence le sport, voilà, tu vois. Voilà. Mais vraiment, tu vois, parce qu'à un moment donné, la cigarette, si tu fumes, tu peux plus, quoi. Tu vois, tu vas vite te rendre compte des problèmes. Mais quand tu commences, souvent, tu as cette perception que la nutrition, en fait, du coureur à pied, c'est des pâtes, de la viande blanche, du saumon et basta, tu vois. Déjà, les légumes. C'est pas ça ? Non. Les légumes, déjà, franchement, c'est quand même important. Souvent, tu les squeezes. Et moi, l'une des erreurs que j'ai faites, je trouve que c'est surtout en prépa marathon et quand j'ai vraiment commencé à évoluer, c'est la protéine. Franchement, la protéine, je me rends compte que j'ai vraiment sous-estimé les besoins que tu as en termes de protéines. Parce que c'est vrai que en fait, tu associes toujours ça à la muscu, au monde du fitness et tout. Puis tu te dis, allez, mon petit saumon, ma petite viande blanche, ça suffit. Alors qu'en fait, je pense il aurait juste fallu que je mange un skyr tous les soirs. Tu vois, en prépa marathon, en plus de ce que j'ai, tu vois, juste que je me surplante un petit peu en protéines par des trucs très simples. Et je pense que ça m'aurait aidé à mieux récupérer. Parce que j'ai vu que sur la fin et ça. D'ailleurs, je sais pas, dans la salle, qui vraiment s'intéresse un peu à la nutrition m'y tenez pas, hein, soyez vrai. Ils sont, vous êtes, combien on dit, c'est quoi ? C'est 40% qui se lèvent ? Vraiment ? Et qui s'intéresse et qui le fait, hein, j'aurais dû préciser, parce que c'est pas le tout de s'intéresser. Écouter un podcast sur la nutrition, ça veut pas dire qu'on fait tout bien sur la nutrition. On a l'expert campus nutrition dans la salle. Elle a levé la main, c'est bon. Ouais, me voilà rassuré. Mais en vrai, c'est franchement, si tu veux, pour la récupération, déjà, c'est quand même super important. Et que, en fait, nous, on voit trop le côté performance. Qu'est-ce qui va me faire baisser mes chronos ? Mais en fait, déjà, oui, mécaniquement, si tu t'entraînes, tu fais des grosses séances, tu vas baisser les chronos. Mais si tu récupères mieux, c'est bingo, quoi. Et donc, la nutrition, voilà. Moi, l'erreur, je pense que je m'y serais intéressé un peu plus tôt et pas rester au basique. Il me faut des pâtes, de la viande blanche et du saumon, quoi. Ce qui reste une bonne base quand même, parce que oui, c'est une bonne les base. pâtes, tu pars de ça, t'as quand même quelque chose, mais oui. Après, il faut bien les cuire. Si tu veux vraiment maximiser tes chances, tu te rends compte que selon ce que tu manges, tu peux te blesser un peu plus facilement, on va dire. Ouais, parce que les quotas sont pas non plus hyper élevés sur un sportif d'endurance, il me semble. Alors, c'est pas mon expertise, mais c'est à peu près, on dit 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc, sur beaucoup de gens, ça fait pas non plus beaucoup. Ouais, mais quand t'es pas habitué à manger beaucoup de viande, tu vois. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait pas beaucoup une fois que tu fais attention. Mais si tu fais pas attention, tu peux vraiment être bien en dessous. Et je sais que même chez des personnes âgées, très souvent, en fait, c'est l'une des carences principales qu'ils ont. Ouais, donc voilà, ne déconnez pas avec la protéine. Alors, c'est une grosse mise en garde là de la part de Guillaume. Attention, hein, on va tous vous surveiller là. Faites gaffe. Le premier qui déconne. Et l'hydratation un peu, vous étiez bien sur l'hydratation. Ça, c'est un truc aussi, je trouve que honnêtement, quand tu bois
Enfin, c'est toujours dur parce qu'on va dire que la science s'est pas mis d'accord. Est-ce que c'est 2 litres, 2 litres et demi, 3 litres, 4 litres? On entend quand même pas mal de recommandations. Moi, je sais des fois à l'INSEP, pour en avoir parlé avec des experts en nutrition, ils recommandent des fois vraiment des trucs beaucoup d'eau. Mais c'est vrai par que jour. Ouais, par jour. Ok. Mais c'est vrai que l'eau, je trouve que franchement l'eau, on se rend pas compte à quel point la plupart des gens sont déshydratés. C'est pas la déshydratation sévère, mais c'est déshydraté. Et franchement, si tu bois genre tes 2 litres d'eau par jour, tu vas avoir déjà au niveau cognitif, parce que c'est le cerveau, c'est-à-dire tes prises de décision, ta motivation à aller t'entraîner, tu vas être beaucoup plus lucide. C'est pour ça que les chefs d'entreprise aujourd'hui font très gaffe à leur hydratation. Ta peau, tu vas paraître plus jeune, tu vas être hydraté, ta récupération va être meilleure. Et en fait, c'est vrai que tu vois, il boit. Mais c'est vrai que l'hydratation, franchement, au début, j'ai un petit peu déconné par rapport à ça. Et après, du coup, j'étais peut-être un petit peu dans l'excès et j'avais tendance à trop boire le soir. Tu vois, pour un prépa marathon, genre j'étais vraiment tout le temps avec ma gourde et tout. Et du coup, en fait, la nuit, tu te réveilles parce que tu as envie d'aller aux toilettes, tu vois. Et en fait, c'est vrai que ce que tu gagnes du coup sur l'hydratation, tu peux le perdre sur la récup. Donc voilà, ça c'est un truc. Je sais pas si vous faites gaffe un peu à ce que vous buvez ou pas, mais. Oui, depuis longtemps en fait. Mais déjà, une bonne nouvelle, c'est que si on mange équilibré et qu'il y a des légumes, il y a pas mal d'eau là-dedans aussi, donc c'est mieux que de manger des cookies. Ouais, après la cuisson, des fois, si tu fais mijoter, Ouais. si tu bois des wok, des légumes, des trucs comme ça, tu perds quand même pas mal d'eau. Oui, non, mais c'était une Ouais. anecdote. Mais je sais que moi, ça fait longtemps au final que le sujet hydratation m'intéresse parce que je me revois en fait sur les bancs de l'université avec ma petite bouteille et tout le monde qui se moquait de moi parce que c'était genre le petit réflexe de les 2 petites gorgées d'eau toutes les 30 Ouais, minutes. ça c'est l'idéal. En fait, faut essayer de se le mettre comme une habitude et je pense qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas perdu parce que j'ai toujours ce petit réflexe de prendre une gorgée d'eau sans y penser. Une fois qu'on se l'est mis comme une habitude dans la tête. Ouais, après, une fois, à partir du moment où tu bois régulièrement, tu bois quand même des belles quantités. Allez, on va ouvrir un dossier chaud. Messieurs, on va parler de préparation physique générale, la PPG. Bon, on va pas se mentir, hein, je pense que 70% des coureurs, en tout cas quand ils commencent, ignorent un peu cette partie de l'entraînement. Enfin, ignorent. Levez la main ceux qui vont à la salle et qui... Franchement... Et toi, Guillaume? Non, arrête. Non. Attendez, franchement, la PPG, c'est un sujet. Voilà, moi, j'ai eu mes périodes de PPG, mais franchement, c'est super compliqué, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas quelque chose que tu peux tenir tout le temps. Après, à moins que tu as vraiment la chance d'habiter à côté d'une salle de sport et tout, mais c'est quand même hyper contraignant, quoi. C'est pas si simple. Le terme préparation physique générale, je trouve qu'il est pas bon dans ce cadre-là parce que ça donne vraiment l'impression c'est un peu que moi l'ancienne, c'est vrai. c'est de la préparation physique de tout le corps de manière standard, alors qu'en fait c'est plutôt spécifique ce qu'on fait aujourd'hui. On va plutôt faire des trucs qui sont orientés course à pied et pas faire l'exercice qui fait beau à la salle de sport mais qui va avoir aucun intérêt. Il pourra en avoir pour la santé. Là, on parle vraiment purement course à pied, mais on va essayer d'orienter les gens à faire ce qu'ils ont besoin pour mieux pratiquer leur sport. Toi, Tristan, tu le disais tout à l'heure, tu viens du monde des sports de combat, donc j'imagine que la renfo, la muscu, c'est un monde que tu connais. Oui, puis même mon Tu premier penses que c'était métier une force avant d'être Ouais, c'était coach, préparateur physique. c'était j'étais coach fitness, musculation à domicile, en entreprise, Ouais. une autre vie. Et tu penses que ça t'a aidé, toi, dans ta... À 100%, oui. Sur différents points de vue, déjà sur l'adhésion à cette pratique, parce que pour moi c'est un plaisir d'y aller, donc je sais que c'est pas le cas de beaucoup de coureurs, donc j'ai cet avantage-là. L'un des problèmes que moi j'ai rencontré, c'est que comme j'ai fait beaucoup de musculation avant, j'avais gardé mes réflexes vis-à-vis de cette pratique-là et j'ai commencé la préparation physique et je l'ai envisagé de la même manière que de la musculation. Ce que je veux dire par là, c'est que je poussais toutes les séries quasiment à l'échec, j'allais très loin dans l'effort, j'avais 5 jours de courbature et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça allait pas forcément ensemble. L'entraînement d'endurance et la musculation telle que je la pratiquais, ça fonctionnait pas. Donc en fait, pendant très longtemps, j'ai pas fait de musculation parce que j'avais pas remis en question la manière dont je pratiquais, où en fait tu utilises le même outil, mais pas pour la même fin. Donc tu vas un peu moins proche de l'échec, tu gères, on va dire, sur une fourchette de répétition un petit peu différente. Et à ce moment-là, j'ai repris du plaisir à y retourner. Ça n'empiétait plus sur ma pratique de l'endurance. J'avais pas 6 jours de courbature après chaque séance jambes. Et forcément, tu retrouves un peu plus de plaisir. Ouais, mais après, le problème de la muscu, honnêtement, je trouve, c'est que le monde des salles de fitness et tout, c'est quand même un monde qui est assez éloigné de... Déjà, moi, ça me saoule d'aller dans un... Tu vois, j'ai envie d'être dehors. Enfin, déjà, de base, moi, ça me saoule d'aller dans une salle, tu vois, fermée et tout. C'est un monde... tu vois, les machines, je sais pas comment ça marche, ça me saoule, tu vois. T'as les mecs en débardeur, ils se regardent dans les miroirs. Enfin, tu sais, c'est pas un monde... tu sais, j'étais pas bien, c'est pas mon truc, tu vois. Et en fait, t'as des préjugés aussi, tu vois, ce qui est logique. Et puis, tu sais, c'est intimidant quand même. Tu vois, franchement, tu te dis... mais en fait, en vrai, je vais arriver là-bas. La première fois que je suis arrivé,
Genre, j'ai fait, je fais quoi? Alors, je suis allé prendre un petit halter, tu vois, j'ai fait ça et tout, c'est comme Fais comme les autres. Fais voilà, comme les tu autres. vois, je fais, vas-y, Le qu'est-ce que je mimétisme. fais? Après, je fais quoi? Parce que la machine, elle a l'air bien, et puis tu sais, t'as l'impression que tout le monde te regarde, te juge, alors que les gens te calculent pas, tu vois. Si. T'as l'impression que tout le monde te juge. Si tu En fais fait, les c'est- exercices que Tristan te donne, les gens te jugent parce que tu commences par marcher en arrière sur un tapis, là toute la salle te regarde, mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais en vrai, c'est quand même une culture différente. Tu vois, j'ai pas à avoir de jugement de valeur sur les machins et tout, mais c'est quand même une culture différente et c'est intimidant. Et en plus, en vrai, je pense que si tu arrives et que tu te dis, ok, je vais voir un coach muscu et tout, il va te faire un truc qui est plutôt basé sur l'atrophie musculaire, sur quelque chose d'esthétique. Et honnêtement, ça a quasiment peu d'impact. Parce que c'est pas spécifique ici et ça. Parce que sinon, tous les mecs qui font du bodybuilding, quand ils iraient faire des courses, ils auraient pas de courbature. Et pourtant, c'est les premiers à être blindés de courbature. Parce que tu vois, la manière dont tu vas solliciter un muscle aussi, c'est pas la même chose. Donc, il faut quand même certains mouvements, certains gestes qui soient adaptés au running. Bah, ils ont beaucoup de courbatures parce que très souvent ils sont quand même lourds. C'est plutôt ça qui va créer les courbatures parce que en fait, sur une distance donnée, on va dire que plus allonge la distance, plus tu vas avoir de pas. Et à chaque pas, bah, si tu es 1,5 fois plus lourd, la gravité c'est la même pour tout le monde. Donc c'est plus pour ça. Et tu vois, à l'inverse, je trouve que quand tu regardes ce genre de profil, empiriquement, alors là j'ai pas de statistiques, même si aujourd'hui on sait que par exemple les crampes, parce que j'allais parler des crampes, que les crampes au final elles apparaissent moins souvent chez des gens qui ont tendance à pratiquer de la musculation. Avant on parlait d'hydratation, etc. Peut-être qu'on remet un peu plus en question ça et on se dit bah ce n'est pas que ce facteur-là, et le facteur musculation, le facteur renforcement, ça joue énormément. Bah, sur tous les gens qui venaient de la musculation, qui se sont mis au sport d'endurance, course à pied, vélo, je vois beaucoup moins, si ce n'est pas du tout d'apparition de crampes chez ces profils, contrairement au hasard, une personne sur autour de la table où bah, justement c'est l'un de tes gros problèmes. Et je ne sais pas si c'est vraiment corrélé statistiquement à 100%, mais je vois empiriquement quelque chose. Toi, j'ai l'impression quand même, Nico, que tu as pas mal sur ton marathon. J'ai vu tes stories, tu as quand même pas mal travaillé cet aspect-là de renforcement musculaire. Est-ce que tu penses que là, tu as bien progressé aussi et par rapport à ton marathon à Berlin, surtout que passer de 2,37 à 2,33, enfin, tu vois, les minutes sont de plus en plus chères à prendre. Et là, tu as quand même fait un sacré bond. La muscu aujourd'hui, rétrospectivement, je l'ai essayé là, ça a dérapé. Il faut saluer l'effort. Est-ce que tu penses que ça a joué quand même? Bah, déjà, je voudrais remettre l'église au centre du village. J'ai longtemps été de ceux qui disaient oui, la PPG c'est bien, mais je la fais pas. C'est parce que vu que je cours depuis longtemps, on a l'impression que je suis très très bon sur ça, je le fais. Ça a pris quand même un petit paquet de courses à dire bah c'est bizarre, quand même il y a des limites quelque part avant que je m'y mette, notamment avec le triathlon. En fait, quand tu descends du vélo et que tu es nul musculairement, il est long le semi-marathon à courir à ce moment-là. Mais oui, en fait, depuis quelques années, je pense que progressivement, j'y mets de plus en plus d'implication pour bien le faire. Et en fait, moi, pour le coup, j'y prends goût. Ce matin, le premier truc que j'ai été faire, c'est retourner à la salle alors que j'ai couru un marathon il y a une semaine. Moi, j'aime ça, en fait. Là, je l'ai fait en mode... J'ai pas fini mon histoire tout à l'heure. Au début, c'est dur, mais après, quand même, en fait, quand tu te familiarises déjà avec l'environnement, avec les machines, avec les séances, voilà, c'est le début qui est un peu difficile. Après, tu retombes dans une logique de progression aussi, de dire, bon, cet exercice-là, j'ai été là. Ah, maintenant, je suis là. Cool, je vois quelque chose. Et après, tu vas courir. Tu sens aussi t'as cette sensation d'être plus fort musculairement. Mais c'est ça. En fait, en vrai, franchement, le gain sur la confiance en soi, quand en vrai, tu as 6, 7, 8 ans d'expérience en course à pied, vraiment travailler la muscu et tout, en fait, tu as vraiment un regain de confiance en toi. Genre, tu te sens vraiment fort, tu te sens plus fort. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé que avec la muscu. Et voilà, sur la confiance en soi, c'est vraiment incroyable. Et par contre, un petit conseil, l'erreur aussi, qu'on peut en parler, c'est-à-dire que là, on est à l'heure où diffusez l'épisode, on est le 8 janvier. S'il y a des gens qui sont prépa marathon, attendez pas le mois de mars, parce que franchement, si vous n'avez jamais fait de muscu dans une salle, vous avez une semaine de courbature et ça va un peu vous flinguer votre prépa. Voilà, anticipez bien là, c'est peut-être encore le temps d'y aller au début. Première semaine, elles sont un peu moins compliquées, les semaines de prépa marathon, qu'allez-y très très vite, parce qu'après limite c'est trop tard quoi. Et progressivement. Et progressivement, toujours. Voilà. Messieurs, on a parlé de la nutrition, on a parlé du renforcement musculaire, de nos erreurs de carrière. On va parler un peu plus d'entraînement maintenant. Est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous avez certaines séances aussi voilà, vous pensez peut-être avoir trop insisté, tu vois, par exemple sur le volume. C'est vrai que des fois, on se dit il faut en faire beaucoup, il faut en faire moins. Il y a beaucoup de modes aussi, hein. Franchement, même sur le marathon,
On est passé, il faut faire beaucoup, tu sais, il y a eu un peu la mode de l'entraînement qualitatif. Ça sert à rien de faire trop de volume, il faut privilégier la qualité. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est revenu comme en 40. Allez, on refait des grosses semaines de bornes. Et voilà. Est-ce que vous, aujourd'hui, avec le recul, vous avez des erreurs sur la gestion un peu de vos entraînements ? Déjà, pour ce que tu disais, je pense que souvent la vérité est au milieu. Hein. Quand on va dans les extrêmes, on y revient toujours et on arrive à trouver quelque chose qui est au milieu et qui fonctionne. Puis ça peut être différent pour chaque personne. Moi, si tu me poses la question sur quelque chose sur lequel je reviendrai, c'est le fait de... C'est un peu bateau, encore une fois, mais de s'écouter. Il y avait un truc qui circulait beaucoup à une époque qui s'appelait le no pain, no gain, en fait. Genre, tu fonctionnes comme un bourrin et dans tous les cas... Et des fois, tu le vois encore passer sur les réseaux de dire « Non, mais j'ai pas loupé une séance, j'ai été au bout de chaque truc. » Et peut-être que c'est vrai, mais bon, déjà, c'est les réseaux sociaux, donc je remets toujours un peu en question ce qu'on y voit. Mais il y a aussi le fait que des fois, c'est pas le moment, il n'y a pas le contexte, il y a... Pardon. J'ai entendu quelque chose. C'était quoi ça ? Il y a un ventre qui a faim quelque part autour de la table. Ouais, des fois, au final, le contexte n'est pas là. Je l'ai vécu récemment, au final, dans ma prépa. Il y a des séances que j'ai pas finies. Et en fait, parce que je me suis écouté, je dis non, mais là, je sais que ça va pas. En fait, dans le contexte global fonctionne pas. Et vaut mieux, parfois, c'est un contexte bien particulier de ne pas finir une séance ou de modifier son entraînement à la baisse. Mais parfois, c'est une bonne chose pour pouvoir mieux revenir ensuite et se donner quand on a les moyens de le faire parce qu'on est revenu à 100%. Le no pain, no gain, là, j'ai envie qu'on prenne 5 minutes pour discuter de ça. Il y a eu un petit bruit bizarre tout à l'heure, c'est Jumba. Je tiens pour donner un peu de contexte à nos auditeurs. Tristan est venu avec son charmant chien d'ailleurs. Il commence à fouiller les câbles. Donc voilà, si jamais il y a une caméra qui coupe. Il fait des petits bruits un peu bizarres. C'est ce qui nous a un petit peu divertis. Je voudrais qu'on reparle un petit peu voilà, un peu ce côté train hard win easy, il faut s'entraîner très dur et tout. C'est vrai que la génération un peu 2015-2016, on était à fond là-dedans. Et tu vois, nous, je me souviens sur la saison 1 du podcast, nous on avait fait avec Fred à l'époque un épisode sur l'autodiscipline. Et je crois que franchement, pendant 3 ans, c'est l'épisode que tout le monde me parlait en me disant c'est l'épisode qui a le plus d'impact sur moi et tout. Voilà, je sais pas si vous l'avez écouté, ça vous rappelle des souvenirs. On a vraiment fait. Ça fait longtemps, mais en plus à l'époque c'était pas un concept autodiscipline. Aujourd'hui, tu le vois un peu partout sur les réseaux sociaux, mais à l'époque c'était quand même pas beaucoup de personnes en parlaient, tu vois. C'était voilà, et on l'avait. Voilà, c'est un épisode qui avait eu beaucoup d'impact sur la communauté. Et c'est vrai que moi j'étais à fond dans ça, tu vois. C'est-à-dire quand j'ai commencé à courir, j'étais hyper déjà matrixé par un peu les anglo-saxons, Gary Vaynerchuk. Il y avait aussi Goggins, tu vois, David Goggins, qui est un peu tu vois, lui c'est le roi de ça, tu vois, c'est vraiment le mec qui est à fond dans il faut se faire mal, il faut y aller très dur. Et tu vois, je pense quand même qu'à l'époque, c'est ce qu'il me fallait. Tu vois, c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, c'est plus du tout mes leviers de motivation, mais j'avais vraiment besoin d'un espèce d'électrochoc et c'est ce qu'il me fallait, quoi. Et après, par contre, il y a une transition à prendre. Parce qu'en fait, si tu restes tout le temps sur « ouais, il faut que je me dépasse, ouais, il faut que je me fasse mal, ouais, il faut que je prenne une revanche », tu vois, tu as un côté un peu ainsi revanchard un peu sur la vie, « ouais, je vais montrer, je vais prouver », c'est cool, c'est un levier de motivation très fort, mais tu peux pas compter sur ça à long terme parce que tu vas t'épuiser et donc tu as besoin aussi d'aller vers autre chose. Et tu vois, cette transition, il y en a plein. Bah moi, regardez les crossfitters, tu vois, je sais pas, c'est pas de crossfitters dans la salle, mais les mecs qui faisaient du crossfit, qui étaient au taquet dans cette culture-là, aujourd'hui, tu les vois, ils sont McDrive, tu vois, tu les vois plus. Non, mais c'est pas pour. Il y a plein de crossfitters qui sont bien, mais tu vois, aujourd'hui, il en reste quoi ? Il y avait sur 100 crossfitters des années 2015, il en reste 20. Et les 20 qui restent, pour le coup, c'est des. Tu vois, mais voilà, c'est à double tranchant, quoi, ces trucs-là. Bon, après, le crossfit, la philosophie a quand même beaucoup évolué, parce que comme c'est un je vais me sport faire très pourrir nouveau. par les crossfitters. À l'époque, ils sont chauds sur les réseaux sociaux. À l'époque, c'est ce qui transparaissait, mais aujourd'hui, c'est une pratique qui est quand même beaucoup bien plus, elle est mature. Exactement, beaucoup plus mature. Vis-à-vis de ça, je pense que les gens, de manière générale, se mettent aussi au sport d'endurance pour aller chercher un inconfort et se confronter à cet inconfort-là en se disant, si je m'y confronte, je vais sortir de ma zone de confort, par définition. Et donc, potentiellement, dans ma vie, il y a certains obstacles que je vais réussir à surpasser par le fait que je m'y sois entraîné à travers de la course à pied. Donc, il y a quelque part où tu as des gens qui ont besoin, dans un premier temps, c'est ce que tu as dit, de s'entraîner à l'inconfort. Le problème, c'est que une fois qu'on est entraîné à ça, faut commencer à réfléchir un petit peu sur sa pratique. Et en effet, il y a parfois des séances ou un contexte de vie, du stress professionnel, un déménagement, qui fait que tu peux générer du stress en dehors de l'entraînement qui va impacter ta séance. Donc en fait, c'est là où tu sais que, en général, tu sais que tu es discipliné au bout d'un moment. Les gens qui... Ouais, t'as plus besoin de ça. Oui, parce que les gens qui se posent la question...
le contexte, il est vraiment pas fou, mais est-ce que je vais vraiment sauter cette séance-là alors que là, ça fait 6 mois que je m'entraîne, j'ai pas raté une séance. En général, ces gens-là, s'ils ratent une séance, ça va rien changer pour eux. C'est les personnes qui s'écoutent tout le temps, où là, pour le coup, s'ils arrêtaient de s'écouter une fois de temps en temps, ça serait peut-être pas mal. Donc, les gens qui ont le moins besoin, les gens qui s'écoutent le moins, en général, sont ceux qui se posent le plus de questions, alors que c'est eux pour lesquels ce serait plus transparent. C'est ce que j'allais dire, en fait, faut pas tomber dans l'excès inverse non plus, et no pain no gain non, mais passer son temps à s'écouter et au moindre petit doigt de travers, ah bah non là j'y vais pas parce que ça marche pas. C'est quand même un sport, il y a quand même de l'intensité là-dedans et il faut essayer de juste de répondre présent, mais le faire. En fait, la discipline pour moi c'est répondre présent, c'est aller s'entraîner, faire les choses, mais il faut adapter à certains moments si c'est nécessaire. Ça veut pas dire bah là je prends la semaine complète en repos parce que je pense que je suis fatigué. Il y a un juste milieu. C'est toujours dépendant du contexte. Il faut individualiser à là où on en est, au moment où on en est. Ouais, et puis qui est difficile aussi à expliquer parce que c'est tellement situation dépendant que c'est beaucoup plus facile dans un podcast ou dans une vidéo de donner un discours consensuel et de prendre la porte de sortie en disant ouais mais il faut quand même toujours faire attention et trucs et machin. Ouais, mais le problème c'est que si on est un peu moins consensuel, on a dit qu'on disait tout, il y a des gens qui justement s'écoutent parfois un petit peu trop. Ouais, non mais c'est... Mais il faut leur amener progressivement, ça c'est sûr. C'est un apprentissage, c'est comme si on n'y est jamais confronté, qu'on a vécu dans une vie de confort, ce que quand même nous offre quand même la modernité. Il y a besoin d'y aller progressivement. Du jour au lendemain, ça peut paraître un peu brusque d'aller courir sous la pluie 2 heures et puis aller faire ces trucs alors qu'on est fatigué. La marche est un peu grande. Après, il y a plein de... Enfin, tu vois, c'est pas une obligation. T'es pas obligé d'être... Moi, avec le recul, je pense que j'étais trop dans l'autodiscipline, tu vois. Et je pense quand même que... Après, ça te laisse aussi... tu vois, moi, je vais louper une séance. Ça avait des impacts énormes sur moi, tu vois. Je vais louper une séance où genre vraiment... Parce que des fois, t'as beau être discipliné, t'as fini le travail, il est 22h, ou en fait, tu vois, faut pas non, t'as une vie sociale aussi, donc des fois, tu peux vraiment pas. Et en fait, ça me plombait, et c'était hyper contre-productif. Alors qu'aujourd'hui, en fait, je me dis aujourd'hui, ouais, même nous, des fois, on n'a pas envie de travailler, enfin, ça nous est tous arrivé, tu vois, on n'est pas productif, on a envie de rien faire, on a envie juste de regarder des séries et tout. Et en fait, aujourd'hui, maintenant, je me dis, bah, c'est cool en fait, c'est pas grave. En fait, juste demain, j'ai une occasion de mieux faire. Et en fait, je l'accepte. Maintenant, je me dis, bah, en fait, j'ai juste pas été productif aujourd'hui, j'ai juste pas été à l'entraînement. Mais en fait, c'est pas grave parce que demain, j'ai une occasion de me rattraper. Et en fait, maintenant, j'arrive à switcher comme ça depuis que je suis sorti un peu de culture. Alors qu'avant, pendant 2 semaines, je me disais, mais même à la fin, je me disais, je vais foirer ma course parce que je loupais cette séance, tu vois. Donc ça, c'est juste qu'aussi, il faut être discipliné, mais il faut être indulgent avec soi-même. Tu vois, c'est ça que, en fait, j'avais pas cette indulgence, tu vois. Et c'est juste là où ça fait la différence. C'est comme beaucoup de choses, tu passes par les extrêmes pour te rendre compte que la vérité est au milieu. Du coup, messieurs, allez, on va passer à un sujet. On va voir s'ils sont sérieux, les deux loustiques. On va parler un peu d'hygiène de vie. Est-ce que vous avez des petits regrets ou des anecdotes croustillantes ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, je sais pas, il y a le grand classique, un repas pas du tout adapté la veille d'une course, on est allé sortir en boîte. Est-ce que vous avez déjà un peu déconné sur le sport et l'hygiène de vie, notamment dans les débuts, ça peut arriver. Est-ce que vous avez été nickel ? Toi, je sais pas, j'ai du mal à t'imaginer en boîte, Nico, avec tout le respect que je te dois, je te vois pas pump it up. Je me trompe peut-être, hein, t'as peut-être eu une vie de John Travolta, mais... Un indice, j'ai fait un semestre en Erasmus. Ah bah voilà, tu vois. Donc semestre à l'étranger en général. Donc, raconte un petit peu, est-ce que tu étais sportif ? Est-ce que tu penses que... Ouais, ça c'est époque où on pense qu'on est invincible et que déjà à 22 ans on est un peu plus invincible. On est invincible à 22 ans, en vrai c'est vrai. Hein. Mais il y a quand même des limites à ça. De sortir 2-3 fois par semaine, mal manger, s'entraîner à côté et espérer qu'on puisse continuer de progresser, ça reste une utopie même à 22 ans. En fait, moi j'ai régressé dans une période où je m'entraînais beaucoup. Enfin, typiquement, je te prends un exemple, ça sortait le samedi soir, le dimanche, j'allais faire ma séance de tempo sur le tapis à 16 km/h. Totalement inutile, je pense, en fait, cette séance. J'aurais pu rester couché et me reposer et moins m'entraîner et juste entretenir dans une période comme ça. Mais bon, on est jeune, on pense qu'on peut faire certaines choses et on se rend compte que ça marche pas. Mais en fait, c'est vrai quand même que tu récupères très très vite quand tu es jeune. Et d'ailleurs, ça te montre aussi la puissance de la récupération parce que moi aussi, je courais beaucoup, il m'arrivait de sortir. La nutrition, c'était pas ouf. Après,
moi, je buvais pas d'alcool, donc ça m'a un petit peu sauvé, mais voilà, je me couchais tard et tout. Et c'est là où tu vois aussi la force de la récup, parce que mine de rien, j'arrivais quand même à faire des belles séances le lendemain. Mais je me dis, tu vois, si j'avais été un peu plus nickel, j'aurais pu vraiment assimiler à bloc. Et c'est là où tu te rends compte aussi qu'en vieillissant, bah, franchement, hein, pas se mentir, quoi. Hein. Bon, maintenant, je sors, je mets une semaine à m'en remettre, hein, franchement. Hein. Oh, le petit discours de vieux con là. Mais non, mais c'est pas. C'est vrai, il faut dire la vérité aux gens. Il a passé la trentaine, c'est bon. Voilà, qui n'ont pas encore passé la trentaine et qui font un peu les marioles parce que j'étais comme ça. Non, mais moi, t'inquiète. La réalité, c'est que c'est pas faux, quoi. Et c'est là aussi où tu vois franchement, quand t'es jeune, en fait, t'as une puissance de récupération qui est dingue. Et ça aussi, ça doit nous alerter sur l'importance dans la récup. Parce que franchement, quand je vois les séances que j'arrivais à me mettre avec le peu de sommeil que j'ai, c'était un truc de fou, quoi. Ouais, bah, alors, comme j'ai commencé les sports d'endurance relativement tard, entre guillemets, puisque j'avais 21 ans, en fait, moi, ça, je l'ai vécu à l'époque aux arts martiaux où tu te couches à 6h du mat et à 9h, tu es sur un tatami. La différence à l'époque pour moi, et peut-être le point positif, c'est que comme tu as aussi un large aspect technique, tactique, etc., tout n'est pas basé que sur le physio. Alors que la course à pied, alors oui, tu as quand même un apprentissage technique, de l'apprentissage moteur, etc. Mais si physiologiquement parlant, ça ne fonctionne pas, c'est difficile d'aller vite, quoi. Et donc, là, pour le coup, vous n'avez pas d'échappatoire. Donc là, un coureur... On n'est pas des footballeurs, ouais. On n'a pas cette chance-là. Tu vas te mettre beaucoup de gens à dos. C'est vrai, je balance aujourd'hui. Je suis en rouille. Les crossfitters, les footballeurs. En plus, tu prends pas les plus maigres, donc après, c'est toi qui vois. Mais ouais, donc... ça va, t'es mon copain, tu vas me protéger. T'es baraqué, toi. Faut arrêter. Arrête de dire un nom d'un autre sport. Allez voir Tristan. Il est garant pour moi. Et après, moi aujourd'hui, j'ai pris un virage. Moi, je suis totalement débile. J'ai acheté un matelas beaucoup trop cher. J'ai acheté une carafe filtrante avec des charbons. Mais en vrai, le matelas, en vrai, le matelas, franchement, oui, c'est un bon conseil. Je suis très content des investissements. Non, vraiment. Moi aussi, ça m'a fait mal au début, mais en vrai, ces 2-3 mois, acheter un bon matelas, c'est important. Donc du coup, maintenant, oui, sur l'hygiène de vie, j'essaie de faire hyper attention. Et aujourd'hui, là, t'es carré, Nico, toi, sur ça ? Ouais, mais justement, je suis beaucoup plus carré que ce que je racontais il y a 5 minutes, il n'y a pas de doute, mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même rester humain. Le but, c'est pas de vivre comme des moines non plus. Et si je raconte une anecdote qui est jamais sortie, vu qu'on est dans le contexte, marathon de Berlin l'année dernière, 3 semaines avant, j'avais le mariage de mon meilleur pote. Qu'est-ce que tu fais dans ce contexte-là ? Tu dis non, tu fais le papy et tu dis à 22h, je vais me coucher parce qu'il y a un marathon demain. Ou est-ce que tu dis ok, j'adapte un peu l'entraînement pour que j'ai 2-3 jours après qu'il soit vraiment calme et je fais une soirée et je lui donne ce qu'il mérite parce que c'est ton meilleur pote en fait. Et puis franchement, en vrai, après, ce qui te flingue un petit peu dans les prépas marathons, c'est plus tu vois un peu les after-work avec les collègues, les petits trucs, tu vois, les petits trucs comme ça qui vont, mais honnêtement, dans une prépa marathon, ouais, si t'as un mariage, tu restes raisonnable, ça va même te faire du bien. Je trouve que ça va te permettre aussi un petit peu, tu vois, d'avoir un peu. Parce qu'en fait, le marathon, faut se rendre compte. Marathon, trail, je pense aussi c'est pareil. Quand t'as un grand défi, même peu importe, dès que t'as un grand défi, ça t'obsède. Moi, honnêtement, quand j'étais en prépa marathon, mais je pense que je pensais 50 fois par jour. Je me lève le matin, je pense marathon. Je pense marathon. Au travail, je pensais marathon. Le soir, je pensais marathon. J'ai jamais. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. C'est un objectif qui te. Tu vois, et ça peut aussi mettre de la pression. Donc, des fois, avoir une soupape, te dire, vas-y, j'ai un mariage, un anniversaire. En fait, vraiment, moi, je le recommande. Faites-le. Ce serait une erreur, pour le coup, de ne pas y aller. Après, évidemment, faites gaffe. Voilà, anticipez-le. En plus, généralement, c'est un truc qu'on sait à l'avant. Donc, tu peux prévoir ton entraînement par rapport à ça. Voilà, essayer de faire les choses correctement. Mais moi, je le recommande. En fait, de manière générale, sur l'hygiène de vie, il faut juste penser que le stress, c'est du stress. Et j'aime beaucoup cette phrase, mais ça... Tu trouves ça tout seul ou... Oui, ça va. on va la copyright, celle-là. Le stress, c'est le stress. T'en en feras un Reels TikTok. Tu l'avais pas encore entendu. Avec une petite musique, tu sais, le stress. Et ce que je veux dire par là, c'est que le stress que tu vas avoir sur... le stress que tu vas générer au travail, le stress que tu vas générer, j'en sais rien, parce que tu as quelque chose qui te préoccupe, etc. En fait, ça te prend une partie du stress que ton corps est capable d'assimiler et c'est quelque chose qui va pas te faire progresser en course à pied. Donc c'est pas très grave à partir du moment où, comme tu le dis, tu le planifies, tu sais que là, il va y avoir une grosse dose de stress pour un truc. Et l'une des erreurs qui pourrait être faite vis-à-vis de l'hygiène de vie, c'est justement de ne pas le prendre en compte et de se dire non, l'entraînement c'est ça, il faut faire ça, et par mont et par tempête et par tout ce qu'on veut, je fais ce qui est prévu. Alors que non, en fait, tu as des sources de stress en dehors qui peuvent être générées soit parce que tu sors en boîte 6 fois par semaine, mais aussi par plein d'autres raisons. Après, à toi de voir les priorités que tu as, et
là où tu veux donner ton stress dans ta vie. Mais c'est ce que disait tout à l'heure Nico, c'est que des fois tu as des entraînements en fait qui sont plus néfastes que positifs, c'est des sorties et tout, tu vas vouloir vraiment placer cette séance-là, alors qu'en vrai elle va être plus délétère. Enfin, tu vas plus progresser et te faire du bien en ne la faisant pas, quoi. Des fois annuler des séances. Mais ça après voilà, il faut quand même une certaine forme d'expertise, bien se connaître pour pouvoir gérer tout ça. Et puis c'est là où la priorisation elle est importante, parce que si ça a amené à se répéter dans le temps régulièrement, parce que là on parle d'un événement sur une année, enfin c'est une goutte dans l'océan, quoi. Mais si c'est quelque chose qui chaque semaine se répète, et quand tu te rends compte que tu te poses à une table et tu te dis c'est quoi ma priorité numéro 1, est-ce que c'est aller en soirée ou est-ce que c'est m'entraîner, il n'y a pas de bon choix, il faut juste faire un choix et après vivre en conséquence, faire les choix en conséquence. Moi, s'il y a un truc que je mettrais en haut de la pile, on a parlé matelas, c'est clairement le sommeil. Moi, je sais que j'ai une petite routine le soir maintenant, et si je peux l'avoir 7 jours sur 7, je suis content parce que je sais que le lendemain, je vais me réveiller tôt, à 6h du matin, mais à 6h30, je peux être au taquet parce que j'ai eu la bonne nuit de sommeil, j'ai eu ce que j'ai eu besoin pour assimiler la journée de la veille et avoir mon 100% d'énergie à donner sur la journée du jour. Si on dort mal, en fait, on va partir avec un déficit pour sa journée. Et si on l'accumule plusieurs... ça ne veut pas dire qu'il faut regarder son sommeil en mode « Ah merde, j'ai mal dormi ». C'est quoi ta routine journée, Ta routine, c'est quoi ? C'est assez simple, en fait. Il n'y a plus d'écran à partir de 21h. Tu diminues la luminosité, lumière un peu tamisée. Et idéalement, tu vas faire des activités calmes, quoi. Type lecture. Essayer de te mettre dans un contexte qui va te permettre de t'endormir à l'heure que tu veux. Moi, c'est tôt parce que je suis plutôt du matin, donc j'ai besoin de me coucher tôt. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit se coucher à 22h. Pour certains, ils sont plutôt du soir et du coup, ils ont intérêt à décaler ça. Je pense à Tristan, en fait. Tristan, t'es dans une nuit, toi ? Je suis totalement l'inverse. Me lever à 6h du matin, c'est un Oui, enfer. c'est vrai. Ouais. Maintenant, je repense à certains trucs, ça explique pas mal de choses. Mais non, mais tu sais, il y a ce côté un peu fake, tu sais, de les heures avant minuit comptent double et tout. Alors, c'est bidon, tu vois, c'est du bullshit. Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui, voilà, c'est ça. Mais en vrai, c'est prouvé, quoi. Il y en a qui sont plus sur des cycles du matin et d'autres qui sont plus. Mais c'est bien fait, c'est parce qu'en fait, il y a des milliers d'années, il fallait protéger le village. Et donc, en fait, il y a des gens qui vont naturellement être beaucoup plus alertes le soir. Et c'est très bien parce que c'est ce qui nous permettait de nous. Tu vois, la vie est bien faite, en fait. On est très, très complémentaires des uns des autres. C'est pour ça que vouloir toujours copier et faire en saute, il y a plein de spécificités individuelles. Mais moi, je rebondis, tu vois, si franchement, l'erreur, c'est sommeil, nutrition, hydratation, c'est vraiment les 3 piliers. Et ça, c'est la base de tout. Et tu vois, là, récemment, on a fait, au mois de décembre, on a fait toutes des capsules autour de la santé du coureur avec Marine L'Orphelin. Et en fait, tu vois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais c'est vrai que souvent, ça revenait autour de l'hydratation. » Mais en fait, tu te rends pas compte que tout est lié à ça, en fait. Énormément de choses sont liées à ta qualité du sommeil, ton hydratation et ton alimentation. Et franchement, faites le test. Les jours où vous avez bien dormi, vous avez mangé équilibré et tu vois, vous êtes bien hydraté. Moi, les fois où vraiment j'ai eu des journées compliquées, soit parce que j'ai pas dormi, soit parce que j'ai mal mangé, soit parce que j'avais pas assez bu, quoi. Et franchement, déjà veillez sur ça, c'est-à-dire bien hydrater, bien manger, bien dormir. Globalement, vous pouvez traverser presque tout, franchement, tu vois. Et tous les chefs d'entreprise aujourd'hui mettent à fond le paquet sur ça, tu vois, notamment avec tout ce qui est jet lag et tout pour bien récupérer. Et franchement, faites-le, repensez à une journée où vous avez eu tous ces 3 critères réunis et que ça s'est mal passé. C'est vraiment un truc de fou, quoi. C'est un truc à pas du tout négliger. C'est très, très important. Après, je te dirais juste en 2 secondes, ne pas oublier aujourd'hui dans le mode moderne qu'on a, parce que ça, c'est des pyramides qu'on connaît depuis très longtemps mais le stress... mais qu'on sous-estime quand même. Oui, non, je suis d'accord, mais le stress exogène qui est lié à tout ce qu'on peut faire, à notre activité, en fait, comme disait Tristan tout à l'heure, le stress, c'est du stress. Si on a notre journée, ce qu'on fait dedans, quelle que soit l'activité qui a pris 90% de notre énergie, c'est logique qu'il en reste que 10% pour la course à pied après, et on ne peut pas faire autrement. Donc il faut prendre ça en compte dans son hygiène de vie, en fait, et s'accorder de dire ok, il me reste juste ça dans ma vie pour pouvoir faire le sport et d'adapter pour que ça fonctionne et pas se mettre dans un cycle vicieux de ça fonctionne plus aussi. C'était une catégorie que je voulais aborder avec vous. C'est ce que j'appelle un peu le management des ressources, c'est-à-dire à un moment donné, comment est-ce que je gère tout. Moi, là, je suis en plein dedans. Souvent aussi les parents sont en plein dedans aussi, quand tu as une vie de famille, des enfants, un travail. Comment tu fais un petit peu pour arbitrer tout ça? Toi, Tristan, tu as été Ironman, donc on va dire c'est quand même, voilà, en termes de management des ressources, tu vas pouvoir nous en parler, je pense. Est-ce que tu as fait des erreurs par rapport à ça? Est-ce que tu as voulu être trop gourmand, trop placer de choses? Ça, moi typiquement, j'ai vraiment voulu blinder mon agenda et je l'ai regretté, quoi.
Alors oui, j'en ai trop fait, en particulier sur ma dernière préparation pour les championnats du monde à Hawaï, rétrospectivement, mais même pendant, je savais que je savais que j'en faisais un peu trop. Mais est-ce que je le regrette? Non, simplement parce que j'ai voulu vivre l'expérience un peu à fond. Et je suis content de pouvoir avoir dit, j'ai mis sur la table tout ce que je pouvais mettre sur la table et j'ai fait le truc à fond. Donc oui, en fait, je suis sûrement arrivé un peu trop fatigué, un peu truc, un peu machin. Bon, c'est pas ça qui a fait foirer ma course, heureusement. Mais donc oui, bien sûr, j'ai fait ces erreurs-là, mais dans le processus, parce qu'en tant qu'amateur, je trouve que la performance maximale, c'est toujours cool parce que c'est un indice de je suis sur la bonne voie, ce que je fais ça fonctionne, donc je fais pas des actions dans le vide, ça permet de se rassurer aussi, mais ce qui compte avant tout c'est quand même l'aventure que tu vis. Donc si parfois ton aventure elle inclut d'en faire un petit peu trop parce que tu vas en garder un bon souvenir, c'est un bon souvenir. Sur le moment c'est faire 28 heures dans la semaine c'est un peu longuet, mais en tout cas oui, t'es content quand tu y repenses, donc pour moi c'est quand même le principal. Toi Nico, comment tu gères? Parce que moi je t'avoue que tu m'impressionnes, hein. La création de contenu, on en fait tous les trois autour de la table. C'est hyper ça prend énormément de temps, je pense que c'est un truc que les gens sous-estiment, mais ça prend beaucoup de temps. À côté de ça, on a des entreprises, il faut aussi qu'on gère nos boîtes, il y a les entraînements. Comment toi j'ai l'impression que tu arrives quand même toi à bien tout conjuguer, quoi. Parce que tu performes encore super fort, Campus ça marche aussi très bien, ta chaîne YouTube là t'as dépassé les 200 000 abonnés. C'est quoi ton secret là? Vas-y, fais partager les bons plans. 27 heures par jour, 8 jours dans la semaine. Alors, tu travailles le week-end toi d'ailleurs? En vrai. Ça arrive. On va dire. Non, mais j'ai pas de règles précises. C'est aussi justement s'écouter à quel point tu es fatigué. Et en fait, ce que tu as envie de faire. Si tu as envie de le faire, il y a des choses, des fois, tu as envie de les faire. Tu le vois pas comme une charge. C'est pas genre je me suis forcé à aller faire un truc. Je fais pas ma compta le samedi. Enfin, c'est le genre de truc. Bon. Tu devrais essayer. Hein. Je t'assure, c'est pas si. C'est pas si mal. Grande passion. Mais non, sinon, c'est de l'expérience en fait. Tout ça, c'est. Et toi, tu dis tu vois, c'est bien, tu réussis. Comme souvent, c'est la vision qu'on a extérieure et. Non, mais en vrai, c'est la réalité, c'est factuel. C'est peut-être toi après la perception que t'as. Mais ça, c'est une perception, c'est très personnel. La réalité, c'est que tu vois, ta chaîne, elle marche bien, tu bats tes chronos. Campus, c'est une belle réussite aussi. Même si j'imagine que tu es quelqu'un d'ambitieux, donc c'est peut-être pas à là où tu voudrais amener, mais ça, c'est un autre sujet. Ça, c'est plus toi et tes objectifs. La réalité, c'est que ça marche, tu vois. Il faut que tu en aies conscience quand même. Non, c'est pas ça que je remettais en question. Ça, je suis assez conscient qu'il y a toujours mieux à faire, certes, mais la trajectoire est bonne et c'est ce qui m'intéresse. Mais c'est plus dans comment je le vis et comment j'arrive à le gérer. Les gens ont plus l'impression que je le gère que moi j'ai l'impression de le gérer. En fait, c'est des ajustements constants parce qu'en fait tout évolue tout évolue. Et en fait, à chaque fois que j'ai l'impression d'avoir réglé un truc et de dire ça c'est bon, ça marche, en fait on est 3 mois plus tard et la situation a changé. Mais c'est principalement s'entourer des bonnes personnes. Hein. Et comment tu arbitres travail et sport? Par exemple, aujourd'hui, tiens, tu dois faire une réunion pour ta boîte importante ou un entraînement important. Tu vas prioriser quoi? Par exemple. Bon, alors c'est des réunions de 12 heures apparemment, parce que ça te prend toute ta journée. C'est ce que j'allais te dire. Ça dépend à quel point, mais il y a aussi des périodes de priorisation. Bon, moi, j'ai envie de te dire que là, la majeure partie de l'année, la priorisation, elle est sur Campus et Running Addict, mais sur le pro. Après, il y a des périodes où j'avais prévenu que novembre, j'avais besoin de ce moment-là où je serais peut-être un petit peu moins présent parce qu'il fallait que je remonte le curseur de l'entraînement pour arriver à 100% à Valence. Surtout dans le contexte qu'il y a eu avant, je savais que novembre, il allait être clé et que s'il n'y avait pas ce mois de novembre comme je l'ai fait, il n'y aurait pas de Valence parce qu'en fait, j'y serais peut-être même pas allé parce qu'après octobre, franchement, si c'est pour aller juste courir 42 km et être dans le mal tout le long, qui ressemble un petit peu à ma course, mais pour d'autres raisons, t'y vas pas en fait. C'est pas ça comme disait Tristan, ce qui est intéressant, c'est le chemin. Et si tu as envie que ça se passe bien, il faut que tu prennes du plaisir quand même à ce que tu fais au quotidien. Et ça, c'est dans un équilibre des choses qui est compliqué à trouver. Mais on parle de moi, chef d'entreprise, machin, mais c'est pareil pour quelqu'un qui va avoir 3 enfants et qui va devoir gérer ça. Non, mais moi, pour moi, je trouve que c'est même pire. Mais chacun c'est... En fait, tout le monde a des problèmes dans la vie. Il n'y a pas de vie, genre, tu fais pas des défis comme ça si en fait ta petite vie, elle est tranquille et tout le monde a des trucs à gérer, dans tous les cas. Et tout le monde doit s'adapter avec ses 24 heures. Et je pense que chacun essaye de le faire au mieux et c'est ça le plus important.
Vis-à-vis de ça, moi je pense, tout à l'heure tu m'as posé une question et je vais apporter peut-être un petit conseil un peu plus précis sur est-ce que j'en faisais un peu trop, machin. Ce truc de prioriser sur l'année, ça on le dit depuis plusieurs années maintenant, on comprend que genre c'est hyper clé d'avoir des moments où on s'entraîne, où on repriorise l'entraînement et où du coup on fait moins de concessions vis-à-vis de ça. Et plus récemment, cette année, parce que même si j'ai rien préparé, j'avais quand même un petit fond d'entraînement entre 8-14 heures par semaine, donc ce qui représente quand même beaucoup pour la grande majorité des gens. Ce que j'ai revu, c'est ma priorisation au sein d'une semaine. Et tu demandais à Nico tout à l'heure s'il travaillait le week-end ou quoi que ce soit. Moi, je sais que entre l'entraînement et le travail, par exemple l'année dernière, je pouvais travailler 7 jours sur 7, d'une manière ou d'une autre, que ça soit à l'entraînement. Enfin, en gros, je n'avais pas de temps pour d'autres choses, 7 jours sur 7. Et cette année, se dire au moins une journée dans la semaine, genre l'entraînement et le travail n'est pas une priorité. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire si jamais il y a un peu de temps, mais s'il y a autre chose qui se pointe, et par extension c'est beaucoup la famille, les amis, etc., je ne leur dis jamais non sur ce jour-là. Et ça, pour le coup, ça change énormément de choses. Non, mais ça c'est important parce que c'est vrai qu'on est passionné. Du coup, tu vois, on est passionné par notre discipline, on est passionné par notre travail, on est passionné par la création de contenu, on est passionné par rencontrer des gens dans la course à pied. C'est des trucs qui nous passionnent. Et donc c'est vrai qu'on peut des fois s'investir un peu à... Tu vois, ça, c'est un feu qui te brûle aussi, tu vois. C'est un feu, la passion. Et là, c'est un feu qui peut te consommer aussi. Et puis aussi, et là, c'est ma deuxième question. Des fois, on peut être aussi un petit peu exigeant, tu vois, sur les résultats qu'on va avoir, sur les objectifs qu'on a. Est-ce que vous pensez d'ailleurs, c'est peut-être une erreur qui est assez classique, qu'on peut être trop ambitieux, on peut être trop exigeant avec soi-même et peut-être de vouloir aller au maximum de ses capacités, ça peut être aussi destructeur. Allez, ça fait un peu philo de dire ça, mais vu qu'on est la nouvelle année, on peut se poser ces questions-là, tout est permis. Moi, je dirais qu'il faut se connaître et il faut être en accord avec soi-même. Moi, je sais que si j'ai pas des objectifs ambitieux, je vais m'ennuyer et j'ai besoin d'être proche de cette limite de « Ah, là, je suis dans le rouge, c'est la merde ». Sinon, je vais pas vivre les choses comme je le veux, en fait. Donc, je sais que je vais me mettre à risque. Maintenant, le but, c'est de se mettre suffisamment de garde-fous pour dire « Je vois le moment où ça marche plus et je réussis à m'adapter ». Très compliqué, mais... c'est ce qui m'intéresse de mon côté, mais chacun doit voir, midi à sa porte, chacun doit voir sa réalité et se poser les questions en fonction de lui. En fait, ma réalité, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Ouais, mais on est vachement matrixé par l'environnement, tu vois. Par exemple, tu vois, je prends le sport, quelqu'un qui va regarder ce que tu fais, il va peut-être se dire, la vache, il fait 2h33 au marathon, il progresse, tu vois, on te voit ta progression, on voit que c'est un truc de fou, tu vois. Et c'est vrai que ça c'est aussi une pression un peu... ça peut être une pression sociale entre guillemets, tu vois. Et même sur moi un truc qui m'a fait beaucoup de bien, tu vois, c'est sur le monde un peu entrepreneurial. Quand tu commences un peu, que tu te documentes, moi je suis autodidacte, tu vois, mes parents n'étaient pas chefs d'entreprise et tout, je me suis un peu formé par moi-même, je suis allé écouter des podcasts, je suis allé me renseigner et tout. Et c'est vrai que quand tu écoutais mes sources d'information, la réussite, elle était hyper matrixée, c'est-à-dire en gros, on te montre toujours... tu vois, quand je te dis réussite, tu penses à qui ? À Steve Jobs. Tu vois, tu vas penser à Steve Jobs. Je pense à Nico Running Addict. Tu penses aussi à Nico Running Addict. Mais tu vois, non, mais tu vas tout de suite penser à Jeff Bezos. Tu vas penser. En fait, faites un peu l'essai. Vous allez voir. Pensez à la réussite. Tout de suite, vous allez avoir des gens hyper puissants, hyper forts. Alors qu'en fait, foncièrement, tu vois, c'est une vision qui est assez réductrice. C'est-à-dire, je te donne un exemple, mais moi, dans ma ville, il y a un pâtissier, c'est un truc de fou, tu vois, tout le monde l'adore, il a eu plein d'articles dans le journal, il fait des pâtisseries de malade, il y a la file d'attente comme pas possible et tout. Et tu vois, je discutais avec lui et tout, et lui, il est trop content, tu vois, parce qu'en fait, il a un rôle social qui est hyper fort auprès des gens. Il est en local, tu vois, il source ses produits, sa farine, elle vient, tu vois, et il donne trop de bonheur aux gens. Et en fait, tu vois, c'est un super modèle de réussite, mais ces modèles de réussite, on ne les montre jamais. Tu vois ce que je veux dire ? On nous montre toujours les entreprises, tu vois. Et donc, à un moment donné, j'étais un peu dans cette optique, il faut beaucoup dans la croissance, se développer, ceci, c'est ça. Et moi, j'ai complètement changé mon disque dur en me disant, non, en fait, moi qu'est-ce que j'ai envie ? J'ai envie qu'on se développe, j'ai envie d'avoir des studios, j'ai envie de faire des super reportages, j'ai envie de faire des documentaires, j'ai trop de projets, trop bien, tu vois. J'ai envie d'avoir aussi une action RSE, à pouvoir aussi, tu vois, de redistribuer une part du bénéfice. Enfin, tu vois, j'ai concrétisé la réussite. C'est plus abstrait pour moi, c'est plus des visions trop hardcore. Et pour la performance en course à pied, c'est la même chose, je pense. Tu vois, il faut vraiment, en fait, naturellement, tu as des modèles qui sont hyper trompeurs. Je sais pas si je me suis perdu là, mais... Je sais pas si... Tu sais, que si tu regardes sur la course à pied, alors forcément... Tu vois, je pense que les gens, par exemple, peuvent prendre pour exemple Nico parce que il met de l'ambition dans ses objectifs, etc. Mais je suis pas sûr qu'ils se fixent tous 2h33 en se disant « Ah ouais, en fait, mais il a fait mécaniquement, ça te conduit
à tu vois, c'est plus à que toujours plus. Tu vois. je pense pas. Pour moi, c'est juste comme il fait beaucoup, au moins je suis sûr qu'il peut pas me tromper, tu vois. S'il dit qu'il est discipliné et qu'il a commencé à 3h30 et qu'aujourd'hui il fait 2h30, quelque part il peut pas trop me mentir sur la marchandise parce que ça fonctionne. Heureusement, on va C'est dire factuel. la course à pied, c'est l'un des sports où tu peux pas trop mentir là-dessus, quoi. Et si tu prends par exemple sur YouTube, qui est l'un de mes médias de prédilection, l'une des vidéos les plus regardées en course à pied en français, c'est la vidéo d'une nana qui court son premier 10 km et qui progresse. La vidéo, elle dure 20 minutes. Et en fait, les gens, ça suffit parce que tu racontes une aventure, tu montres que il y a des problèmes, que tu réussis à les confronter et que tu arrives à trouver des solutions, à les surmonter. Et c'est ça, en fait, le principal que les gens cherchent. C'est juste de se dire, oui, il y a des gens qui vivent des mêmes choses que moi, certes, peut-être à certains degrés, mais pour moi, ça peut être un 5 km, pour moi, ça peut être un 10. Pour moi, c'est juste que, en effet, quand tu fais des choses un peu extraordinaires, ça attire plus de gens parce que la confiance est aussi un peu plus là, mais il n'y a pas que ça qui fonctionne. Bon, messieurs, écoutez, c'est un épisode super intéressant. Justement, on a peut-être un petit cadeau là pour. On va profiter un peu de cet épisode pour parler un petit peu de campus. Pour moi, le cadeau, j'espère. Toi, t'es assez gâté comme ça, Tristan. Du coup, campus, comment ça va se passer un peu là pour les prépas marathon? Est-ce que vous allez. Je vu que vous étiez partenaire aussi du marathon du Schneider Electric Marathon de Paris. On vous embrasse, les organisateurs, si vous nous écoutez. Et voilà, du coup, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce que vous avez des petits cadeaux aussi pour les auditeurs d'un Tête d'un coureur, s'ils veulent un petit peu se mettre dans le bain et bien faire leur prépa? Ce qui se passe déjà, c'est qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà en train de le préparer depuis un paquet de temps sur campus. Donc déjà, on les salue. On sait qu'ils arrivent dans des semaines qui vont devenir un peu plus intenses. Ça démarre tranquillement et ensuite, progressivement, on arrive dans les semaines plus difficiles. Donc le janvier, février, mars, il va être intense. Et puis pour ceux qui démarrent maintenant, il va être intense de janvier à mars parce que ça va être, c'est un peu plus sport, mais ça se fait. C'est juste un peu plus agressif dans la manière de le proposer. Donc on peut toujours suivre, adhérer, c'est comment ça se passe un peu le process si des personnes sont intéressées. Bon, après pour le cadeau, il y a toujours le petit cadeau habituel, mon petit Guillaume. Voilà, moi c'est ce que j'attends, mais vous voulez pas lâcher. Le petit 1 mois, mais parce qu'il connaît pas il connaît pas les petits secrets de l'émission, c'est pour ça il nous écoute plus. Ouais, c'est pas bien, t'as du retard, Nico. Ouais, le petit code des LTDC pour avoir un petit mois gratuit pour ceux qui voudraient s'inscrire. Bon, voilà, on parlait de bonnes résolutions, c'est peut-être le moyen. Bon, messieurs, merci infiniment. C'était super cool de faire cet épisode avec vous, de se retrouver. Ça devient un petit peu la tradition. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Hâte de voir les JO. Ça va être une année, je pense, assez incroyable. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais c'est sûr que ça va être surprenant et incroyable. Ça, j'ai aucun doute pour ça. Encore belle et heureuse année à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. Prenez soin de vous et à vendredi. Salut tout le monde. Ciao. Merci beaucoup. Ça vous a plu, ça va ?